Allô? Donc, moi, c'est Magali. Puis, comme vous avez entendu à matin, c'est comme moi, ce qui me passionne dans la vie, c'est l'éducation sexuelle anti-oppressive. C'est ça que je fais de ma vie, que j'ai décidé de faire pour les prochaines années. Et donc, c'est venu... vous avez vu, comme je participais à la recherche, c'est quoi les principes d'une éducation sexuelle anti-oppressive. Les recherches, c'est vraiment intéressant. On essaye de les faire redescendre sur le terrain, mais après, il y a vraiment l'idée de se donner des outils en tant que professionnel. C'est quelque chose qu'on entendait beaucoup dans le milieu. Il y a un manque d'outils pour faire notre travail comme il faut. Et donc, c'est pour ça que je suis arrivée avec le projet Sex Ed Plus. Peux-tu me... Merci. Ça, en fait, ce que vous voyez sur le tableau, c'est le matériel qui est généralement disponible pour l'éducation sexuelle. Donc, j'imagine que vous avez tous déjà eu accès à ce genre de matériel. Donc, vous voyez, c'est comme des tranches coupées d'organes, du matériel prophylactique, un pénis de démonstration comme plus ou moins réaliste. En fait, je vais juste vous demander de me dire, vous, ça vous dit quoi, ça? C'est quoi que... Vas-y. Moi, OK. C'est juste beaucoup trop complexe pour des enfants. C'est comme quand moi je parle de la réalité, je vais éduquer des enfants. Éduquer, mais c'est quoi le mot? Dispenser de l'éducation sexuelle à des enfants. Toutes les listes de mots en tout cas, ça n'a aucun sens. Vas-y. Le Moody en bois, il n'est pas représentatif de tous les pénis. Ouais, quelque chose d'autre. Vite, là, parce qu'on a 7 minutes, là, donc... Vas-y. OK. Tu nous diras ce que tu penses quand... Vas-y. Le condom, sa banane ni mal mis, il faut le mettre jusqu'à la base. OK. Il y a aussi d'autres choses qu'on peut dire de ça. Bien, déjà, tous les modèles, ils ont une peau relativement blanche, ce qui, au niveau de la diversité, c'est un petit peu... sauf la banane. Et en fait, c'est comme... Quand tu as des outils comme ça, bien, c'est quoi les sujets sur lesquels tu es amené à parler? Sur la base de ces supports, bien, c'est la reproduction. Puis, c'est aussi les risques. Donc, c'est la prophylaxie, les ITSS, etc. Oh, merde. C'est pas grave. C'est absolument pas grave. Et donc, en fait, l'idée sur laquelle je suis partie, c'est que, dans l'idéal, toutes les personnes qui sont amenées à faire de l'éducation à la sexualité auraient une formation anti-oppressive, comme sur le racisme, les relations de genre, le capacitisme, etc., etc., tout ce dont on a entendu parler, dans les vraies réalités vraies. On vient de repitcher le programme à l'école, puis c'est des gens qui se retrouvent à devoir le délivrer sans avoir forcément cette formation-là, puis c'est maintenant et aujourd'hui que ça se passe. Et donc, la question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'on peut aider à outiller ces professionnels-là pour qu'ils et elles parlent de sexualité d'une façon qui est plus inclusive, puis qui sortent en fait de ce schéma-là de la sexualité basée sur la reproduction et les risques. Parce que vous, pourquoi est-ce que vous vous engagez dans une relation sexuelle, généralement, ou une relation intime? C'est ça. Ben, les jeunes, c'est la même affaire. Donc, si on l'a mentionné plusieurs fois, c'est quand on a du sexe, généralement, c'est parce qu'on veut avoir du fun. Puis, si on te parle juste de faire des bébés, éviter de faire des bébés, puis pas attraper des ITSS, on rate complètement le coche. Je ne sais pas c'est quoi la prochaine slide, mais tu peux déjà appuyer sur le... Donc, en fait, c'est quand on fait ce genre d'éducation à la sexualité, qu'est-ce que ça fait? Bien, on ne rejoint pas les jeunes parce qu'on ne répond pas à leurs questions. C'est ce qu'on a vu dans la recherche. On ne parle pas de la sexualité dans un contexte social et politique qui, pourtant, a un impact majeur sur nos relations intimes, notre relation à soi puis aux autres. Et en plus, on marginalise des identités, des orientations et des pratiques, parce que quand on parle de comment on fait les bébés, bien, on parle dans un système binaire, hétérocentré, hétéronormé. Et finalement, c'est comme on ne parle pas de la sexualité de tout un tas de personnes qui ne rentrent pas dans ces catégories qui sont supposées dites majoritaires. Et c'est ça. Donc, mon hypothèse de travail, en fait, c'était qu'est-ce qu'on fait en milieu scolaire, dans le contexte dans lequel on est actuellement, pour se donner des outils pour changer la façon dont on parle de sexualité. Et donc, en fait, je vais faire un warning parce que la prochaine slide, comme je n'avais pas pensé, le collègue d'en avant sur le panel a mentionné, pour certaines personnes trans, ça peut être déstabilisant de voir des organes génitaux. Sur la prochaine slide, il y a des reproductions d'organes génitaux réalistes. Donc, je tiens à vous dire, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez absolument quitter la salle. Mais en même temps, ils ont été là toute la journée. J'aurais dû faire un warning avant.
En fait, l'idée que j'ai eue avec Sex7+, c'est que si on changeait les outils avec lesquels on travaillait, on allait pouvoir contribuer à changer la façon dont on enseigne l'éducation à la sexualité, et donc de changer, c'est ça, de partir complètement en dehors des outils qu'on a d'habitude à notre disposition pour pouvoir parler des génitalités, des corps, d'une façon qui ne soit pas forcément genrée, qui ne soit pas normée, et de pouvoir juste utiliser l'anatomie et c'est quoi les possibilités anatomiques de ces organes. Donc là, vous avez quelques exemples. Il faut savoir que tous ces outils-là sont des outils qui ont été moulés sur des vraies personnes, donc ce sont des organes sexuels qui sont réalistes. On ne peut pas plus réaliste, là, c'est vraiment des reproductions exactes. Et l'objectif, c'est de couvrir tout le spectre génital, donc pas s'arrêter aux personnes cisgenres et dyadiques, c'est aussi les personnes trans, personnes intersexuées, puis des personnes qui ont eu des mutilations génitales ou des chirurgies choisies de transformation génitale. Donc l'objectif avec ça, c'est vraiment de se donner des outils pour intervenir avec nos populations, quelles qu'elles soient, aussi bien quand on est dans le domaine de l'éducation à la sexualité que quand on est dans le domaine médical puis de l'accompagnement. Donc en fait, pour vraiment développer nos connaissances sur les corps, les génitalités, puis pouvoir en parler, sans présupposer de qui sont les personnes en face de nous. Quand on parle d'un pénis qui est circoncis, non circoncis, on peut le prendre, on peut dire voici les zones de sensibilité, voici là où il y a des muqueuses, voici où il y a un prépuce, et parler des possibilités physiques, en fait, de stimulation de cet organe-là, sans l'associer à quelque genre que ce soit ou à quelque orientation sexuelle que ce soit. Donc en fait, le projet, c'est vraiment de faire une contribution au domaine des connaissances par rapport au corps, parce que, aussi stupide que ça puisse paraître, ça n'existe pas nulle part dans le monde. Et c'est absolument fou là, de se dire qu'on n'a pas d'outils, même le personnel médical hyper spécialisé qui travaille dans les cliniques de transition, qui travaille en reconstruction clitoridienne ou quoi que ce soit, n'ont pas les outils matériels pour accompagner leurs patients. Et alors qu'on sait que c'est vraiment important, si on envisage une transition, par exemple, d'avoir accès à quel va être l'impact de la testostérone sur mes organes, à quoi ça va ressembler si jamais j'ai une chirurgie. Pour la prise de décision, c'est hyper important. Donc c'est la petite contribution que Sex7+ fait en ce moment au domaine de la connaissance. On travaille avec des chercheurs un peu partout dans le monde. Et l'objectif à terme, dans 1 an ou 2, c'est vraiment de numériser cette bande d'organes génitaux et de la rendre disponible et accessible sur le web, donc que partout dans le monde, on puisse y accéder, puis les imprimer en 3D, et qu'on n'ait pas besoin d'acheter les outils qui sont produits et fabriqués artisanalement à Montréal, dans le sous-sol de chez moi. Donc ça coûte cher. Non mais ça coûte extrêmement cher en fait, parce que c'est du silicone, c'est 400 pièces le gallon. Si vous travaillez au Togo dans une clinique de reconstruction puis de santé sexuelle, vous ne pouvez pas vous le payer. Donc l'idée, c'est vraiment de contribuer à ce patrimoine de connaissances et rendre ça disponible partout, à terme. Donc voilà.